Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au CPP, le Café Presse Politique, le premier CPP de l'année, exceptionnellement, qui a lieu donc ce samedi. Nous sommes en direct sur Radio M. Bonne année aussi à nos invités. Bonne année Saïd Jafar. Bonjour. Bonjour. Bonne année Hassan. Bonne année, bonjour. Hada Hazam, bonne année. Bonne année. Alors comment s'est passée cette entrée dans la nouvelle année 2017? Hassan, ouais. Moi il faut que je raconte, hein. Ouais. Moi, je suis descendu au sud et je suis l'une des premières victimes du nouveau code de la route. On m'a enlevé le permis de conduire et à Brouaguia, et comme je déteste les interventions, je suis sans permis de conduire. Voilà, donc, là, j'ai rien fait pour les récupérer, mais j'ai quand même passé mes vacances à Tarit et c'était magnifique. Ah bah, très bien. Moi, je l'ai passé à Oran, c'était magnifique aussi. J'ai une amie, tout le monde va bien. Dans un cabaret, non? Non, je suis il faut le dire, hein. T'as pas honte à le dire. Pas du tout. C'est pas mon genre. À Alger, c'était pas plus mal. Très bien. Saïd, qui est un habitué, un amoureux des sablettes, si vous voulez le rencontrer, il faut aller là-bas le voir, Saïd. Le matin, les après-midi. Le matin. Ouais. Et quelques après-midi aussi. Ça arrive. Alors, Saïd Jafar, l'image de la semaine qui vous a marqué en cette première semaine de 2017. Bidaya. Mais pas dans... De manière triste, hein. C'est-à-dire, on peut dire que les lendemains des meutes sont tristes. Hein. Voilà, je peux résumer comme ça. Hada. Dommage, c'est la mauvaise image, ou la terrible plutôt, c'est aujourd'hui avec l'accident de Msila qui a laissé quand même 10 morts. C'est pas la première fois, ça revient toujours sur axe Msila, Beskra, c'est toujours un gâteau là-bas. Voilà, c'est Rabbi Yarhamhum. C'est une information que j'ai trouvée sur Twitter hier. La Norvège va stopper la bande FM radio en 2018. Oui, c'est vrai. La diffusion radio ne se fera que en numérique, notamment en numérique terrestre. Voilà, nous on n'est pas encore entré dans la bande FM ouverte aux acteurs privés, non étatiques, et il y a des pays qui sont déjà en train d'en sortir. Alors peut-être que nous entrons directement dans le numérique, qui sait. L'autorisation de Pharaon, de Green, etc. Bah oui. Plein de gens, hein. Plein d'obstacles. D'ailleurs, on en profite pour souhaiter bonne année à tous nos amis du Ravin, si ils nous écoutent. Alors, on va bien sûr commencer ce CPP par ce qui s'est passé la semaine écoulée, notamment dans la wilaya de Béjaïa, avec ces émeutes très violentes, qui sont le résultat d'une grève des commerçants qui protestent notamment contre la TVA, contre d'autres mesures fiscales qu'ils jugent injustes envers eux. Beaucoup ont interprété cela, notamment à l'étranger, certains en Algérie, comme le début d'une révolte. Est-ce que ce sont les prémices d'une révolte, Hassan Radi? On peut pas le dire comme ça au jour d'aujourd'hui, parce que ça c'est resté circonscrit à Béjaïa, même pas aux autres wilayas de la Kabylie et du centre. Mais je me rappelle qu'à la dernière question que tu avais posée, Khaled, du CPP de la fin de l'année 2016, quels étaient nos souhaits pour 2017, et on était quelques-uns à souhaiter, enfin moi notamment, un mouvement de résistance sociale puissant et pacifique. Bon, c'est un peu raté, il était ni très puissant ni pacifique, mais il faut quand même retenir qu'il s'est passé quelque chose. Et pendant longtemps, au Café Presse en 2016, on disait, nous sommes sur une trajectoire, notamment budgétaire, mais pas seulement, qui va à un moment ou à un autre provoquer des tensions. Alors moi je retiens une seule image de Béjaïa, des jeunes encagoulés avec une banderole qui dit non à la loi de finances de 2017. On peut tout raconter, mais voilà, il y a eu un effort qui a été fait, ils ont produit une banderole, elle dit qu'ils sont contre la loi de finances de 2017, après on peut ne pas être d'accord avec les méthodes qu'ils ont utilisées, il s'est passé quelque chose et cela impacte le climat politique
incontestablement. Le début d'une révolte ou pas, on le saura plus tard. C'est vrai. On l'avait dit juste avant la fin de cette année. On avait dit que 2017 serait une année difficile. On avait même utilisé le terme de marasme économique. Et Saïd, vous aviez dit que le marasme n'était peut-être pas pour tout de suite. Enfin, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé qu'on a eu une grève, un ovni, un objet non identifié annoncé sur les réseaux sociaux. Une grève qui a été décidée par personne de responsable qui assume, avec des commerçants qui après coup disent qu'on a été sous pression, sous menace. Et donc une grève localisée et qui me rappelle moi en 2011, il y a eu un début d'émeute un peu plus large. Dans l'effet immédiat, moi j'ai été à Fort-de-L'Eau et j'aime bien le rappeler. À Fort-de-L'Eau, c'est-à-dire à Burj El Kifan, ce qui s'est passé, vous aviez les gens qui étaient dans les bidonvilles de bateaux cassés, qui rentraient à Burj El Kifan avec l'intention de casser la poste, de détruire des institutions. Ce qui s'est passé, c'est que les habitants de Burj El Kifan ont pris des gourdins et ont défendu la poste en disant si vous la cassez, nous on va rien gagner. Et l'effet immédiat de ces émeutes, ça a été de calmer les gens de manière durable. Et à mon avis, c'est encore cette fois-ci, ce qui s'est passé à Béjaïa a réveillé partout, sur les réseaux sociaux et un peu partout, une réaction de rejet. Et on a marre de la violence, les gens ne veulent pas de ça, et même s'il faut une protestation sociale, il faudrait que ça s'organise autrement que par la violence. Et du coup, moi je pense que certains alimentent ça par un truc complotiste. J'ai lu d'ailleurs des réactions du RCD en disant c'est le régime qui a organisé ça pour désamorcer, etc. Mais le fait est que ça a de l'effet. L'impact est plus négatif pour le mouvement social et de la contestation sociale que positif. Hada, c'est juste un chahut de gamin, comme on disait. Non, c'est pas. Il y a eu des revendications légales, malheureusement, qui ont été piétinées par ces jeunes, malheureusement. Mais c'est pas la première fois qu'il y a eu des événements pareils en Algérie. Parfois, c'est 1000 manifestations ou événements par an. En 2015, je crois, plus de 1000 manifestations. Et cette fois-ci, c'est parce que c'est Béjaïa, peut-être. Aussi, c'est parce qu'il y a une couverture médiatique internationale, surtout, qui a voulu que ces événements deviennent la Syrie ou peut-être la Libye ou la Tunisie de 2011. C'est pour ça qu'on a eu peur. Et heureusement qu'il y a eu quand même, comme a dit notre collègue Saïd, qu'il y a eu un rejet sur les réseaux sociaux de tout le monde pratiquement, et tout le monde a appelé à apaiser la situation, et c'est tant mieux. Et vous faites bien de dire qu'il y a eu près de 1000 manifestations les années précédentes, mais l'une des raisons pour lesquelles il y a eu ces manifestations, peut-être que le gaz de schiste, par exemple, dans le sud, notamment à Ain Salah, par exemple, j'ai oublié maintenant, j'ai pas. À la différence de ce qui s'est passé à Béjaïa, Ain Salah, on avait un vrai mouvement organisé avec des gens qui menaient les actions qui étaient identifiées, qui assumaient leur action, qui formulaient politiquement. Là, on a un appel anonyme à des commerçants qui soi-disant, à cause de la loi des finances, c'est-à-dire le premier jour de l'application de la loi de finances, où l'impact n'est pas vraiment mesuré par la population, qui réagissent. Donc on est dans un flou qui autorise bien sûr les lectures complotistes, de toute façon. Oui. Non, moi je souhaite faire quand même la distinction, parce qu'on est parti trop vite à mon avis, sur le mode d'expression de la contestation. Moi, je veux faire le distinguo. Il se passe jamais rien du tout s'il n'y a pas un mécontentement. Oui. Et on s'attendait à ce qu'il se passe des choses. Il y avait dans l'air depuis quelques semaines quelque chose. Et d'ailleurs, il y a eu le mouvement lycéen a bougé très vite quand la ministre a réduit les jours de vacances, ou a maintenu un format réduit des vacances. Les retraites aussi. Les retraites, et c'était organisé par ce mouvement-là. Et donc, l'ambiance psychologique est là. C'est comme pour octobre 88. On savait qu'il risquait de se passer quelque chose. Il y avait des pénuries. Les gens étaient mécontents. Il y a eu le fameux discours de Chadli qui a poussé les gens à aller à se interfdo. Il faut protester, il faut cesser d'acheter si c'est cher, etc. Et donc,
après la façon dont ça prend la forme violente ou pas violente, après ça dépend du contexte du modèle de société, de pays dans lequel nous sommes. On est d'accord pour dire que si on pouvait le faire. Au Mexique, il y a eu des émeutes. Au même moment qu'en Algérie. Mais au même moment, il y a eu des émeutes contre la hausse des prix de l'essence et il y avait autorisation pour les grands syndicats, les grands mouvements sociaux pour marcher dans Mexico. J'imagine que si en Algérie on pouvait absorber et laisser s'organiser des grandes marches contre le climat social, peut-être qu'on réduirait de beaucoup cette tension-là. Moi, je fais la part des choses. Ce que tu dis, ça permet de relativiser la tentative du pouvoir de ramasser la mise, parce que il faut aussi le dire, ils sont en train d'essayer de ramasser la mise, appel à sortir les drapeaux, la menace étrangère qu'on agite, les imams qui sont mobilisés. Et ce que dit Hassan sur le fait que nous sommes dans une scène politique où pas uniquement à Alger, parce que le pouvoir a tendance à dire c'est à Alger que les manifestations ne sont pas autorisées. En réalité, c'est sur tout le territoire national, elles ne sont pas autorisées. Les gens font la demande, elles ne sont pas autorisées, elles sont refusées au nom de l'ordre public. Le parti Taïch était autorisé à faire un rassemblement à 4 jours à la grande poste d'Alger. Voilà. C'est une blague. Aucun policier pour encadrer parce qu'il y avait des chaînes d'encadrement. Tout à l'heure, Tebboune disait qu'il y a 5 sites étrangers, 2 sites israéliens, 2 Français et un Marocain qui ont poussé les jeunes Algériens à aller faire... Alors, la question que j'ai envie de poser, vous avez cité les raisons de cette colère. Est-ce qu'on peut aussi préciser le fait qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale et qu'il l'a peut-être fait depuis, en fait, 2011 ? Non, attends, voyons un peu quand même. On a cité les retraites, on a cité les vacances scolaires. C'est très différent. Là, on avait quelque chose de très précis. Sur les retraites, on a des syndicats autonomes qui ont défendu ce qu'ils considèrent comme un droit. Sur les vacances scolaires, bon. Ben Rabrit, je sais pas pourquoi elle s'est mise dans... Mais là, ce qui s'est passé à Béjaïa, c'est quand même quelque chose de très différent. Hein. C'est quelque chose de trop provoqué et dont personne ne mesure qui sont les auteurs de l'appel. C'est pas un truc de complotiste, mais qui sont les auteurs de l'appel. On n'est pas dans une logique de responsabilité. Par contre, ce qu'on peut en tirer réellement, c'est que, avec la loi de finances 2017, les premiers arbitrages qui vont aller en défaveur des classes populaires ont été amorcés. On peut dire que ce qui s'est passé à Béjaïa est peut-être un signal où ils peuvent pas aller trop loin. C'est-à-dire, le régime algérien, le gouvernement algérien est dans la logique où les experts lui disent, il faut réduire les subventions, limiter les subventions. Ils ont une lecture purement technique. On enlève les subventions généralisées et on fait des trucs ciblés. Le problème, c'est que partout, c'est le FMI le dit depuis 15 ans, et partout dans le monde, on le dit, les subventions ciblées ne marchent que si tu as une administration efficace et éthique. Et on peut dire qu'on l'a pas en Algérie. Ce n'est pas un secret. Il y a un problème qui fait que aujourd'hui, on peut pas mettre en place une politique de subvention ciblée. Et du coup, c'est ça la difficulté du régime. Il y a de moins en moins d'argent pour faire de la subvention généralisée, mais politiquement, le système est organisé de telle manière qu'une politique de subvention ciblée est réellement impossible. Et les représentants du FMI et de la Banque mondiale nous écoutent aujourd'hui. Hassan, j'ai pas eu de réponse à ma question. Est-ce que le gouvernement aujourd'hui n'a plus les moyens d'acheter la paix sociale? Je pense que Saïd a bien répondu. Je pense que effectivement les moyens ne sont plus ceux de 2011. Là, parce qu'on faisait le parallèle avec 2011, lorsque les émeutes de 2011 qui sont des émeutes qui ont fait des morts. Il faut jamais l'oublier. Il y a eu 4 morts qui sont venus dans le contexte, Ben Ali n'était pas encore tombé, début janvier, mais on était dans le contexte de l'émeute généralisée. Le 5 janvier. Voilà, le 14 Ben Ali, et les émeutes étaient généralisées en Tunisie. On était dans un contexte insurrectionnel au Maghreb. Il y avait la possibilité d'acheter la paix sociale, et c'est ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, avec notamment les fameux rappels pour les salariés de la fonction publique, etc.
Et aujourd'hui, on est dans un contexte absolument les projets en siège qui avaient été rallongés, etc. Et aujourd'hui, on est dans un contexte financier complètement différent, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réponse, elle va être beaucoup plus répressive. Et beaucoup moins de ce type-là. Jusqu'où peut aller le gouvernement? En fait, le gouvernement peut ne pas déconstruire le modèle actuel. Il peut essayer de reporter encore les échéances. Il peut pas donner de nouvelles distributions de rentes. Ça, il peut pas. Il peut reporter certains démantèlements. Je prends l'exemple de l'électricité. Dans l'agenda de l'augmentation du prix du tarif, donc du kilowattheure, il était prévu qu'il y ait une deuxième augmentation en janvier 2017 sur le même modèle de celle du carburant. Et elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu parce que la première augmentation a été mal digérée. Donc il y a eu des émeutes dans le sud des marches organisées contre la hausse. Mais ils sont pas concernés aussi, les gens du sud, par des nouvelles augmentations. De l'électricité, il n'y en a pas. Donc ils ont marqué une pause. Sur l'électricité, ils ont marqué une pause. Et il faut s'attendre à ce que l'agenda des ajustements, en fonction de ce qui va encore se passer les semaines et les mois qui viennent, soit retouché. Mais c'est vrai qu'on approche du seuil à partir duquel la marge va disparaître. Peut-être la seule façon, c'est de faire des changements dans le gouvernement. Peut-être va faire tomber quelques têtes pour absorber la colère. Ça peut être une solution. Ça peut être une solution, mais je ne sais pas. On attend. On a parlé longtemps de ça, mais on ne voit pas encore ni remaniement ni rien. Moi, j'en doute. Moi, je pense que ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent, en Algérie, même si on est soi-disant un pays anti-impérialiste, socialiste, le discours économique est de type libéral. Le discours dominant, qui vient des experts, etc., c'est de dire le gouvernement dépense trop. Les subventions, c'est du gaspillage. En réalité, il faut le dire, il faut le rappeler. Ces subventions, ça a été la contrepartie à partir des années 2000 qui fait de la manière de calmer les classes populaires, parce qu'en Algérie, il n'y a pas 1000 manières de faire bouger les choses. Soit une grosse crise interne à l'intérieur du régime qui fait bousculer les choses, soit une intrusion des classes populaires. Les classes populaires ont fait une intrusion en 88, ça a bousculé les choses. Aujourd'hui, ces classes populaires ont vécu les années 90 de manière très lourde, très violente. Et les années 2000, la politique de Bouteflika a consisté quand même, la vie des classes populaires s'est améliorée, il faut l'admettre. Elle s'est relativement améliorée, il y a moins d'insécurité et leur contexte de vie. La contrepartie, c'est que les classes populaires ne se mêlent pas de politique. Elles se sont retirées de la politique. Si aujourd'hui, on appuie un peu trop dans la logique des experts, qui disent enlever les subventions, etc., à ce moment-là, les classes populaires vont se remettre à faire de la politique, ce qui est très indésirable pour le régime algérien. Peut-être que, moi, c'est un point de vue. Peut-être que il s'agit pas d'appuyer trop. Je pense que, on est à Interface Média, Maghreb émergent. Depuis longtemps, on accompagne cette problématique. L'ajustement, la diversification, la possibilité de faire face à la chute du prix du pétrole et à la baisse des volumes en exportation. Donc, en gros, à la baisse des recettes énergétiques de l'Algérie, il fallait la traiter déjà il y a 4-5 ans, le fameux iceberg de Nebni. Les mesures sont plus douloureuses aujourd'hui parce qu'elles se prennent plus en retard. Et ce qu'on peut dire pour l'avenir, c'est que plus on retarde, plus elles seront lourdes. Et il y a des experts qui sont passés chez nous, ici à Radio 1, pour nous dire, si elles sont pas prises par le gouvernement algérien, elles seront imposées à nouveau par un plan d'ajustement structurel du FMI. Et donc, c'est plus un point de vue d'expert, est-ce qu'on peut, on peut pas. Ça va devenir obligatoire parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Alors, je suis désolé, ça pose un problème d'imagination parce que aujourd'hui, on sort de la lecture purement économique. On sort de la lecture purement économique. À partir d'un certain moment, c'est comment organiser cet ajustement, de quelle manière, avec qui,
Est-ce que c'est le même régime politique, le même système qui l'organise? Est-ce que c'est, appelons-les comme ils disent, comme dit Louisa Hannoun, est-ce que c'est avec les oligarques qu'on va organiser ce passage? Il y a de vraies questions qui sont de l'ordre du politique, qui ne sont pas uniquement une affaire d'experts. L'économie, il faut le rappeler toujours, ce n'est pas une science, c'est de la politique. C'est des arbitrages sur comment on affecte les ressources, comment on organise l'économie, comment on libéralise ou pas, etc. Voilà. Et on va parler de politique, Saïd, avec la réaction du gouvernement à ces émeutes de Béjaïa et dans d'autres régions du pays. La première réaction a été celle du ministre de l'Intérieur qui a eu un discours assez classique, la main de l'étranger, la déstabilisation, il ne faut pas répondre par cela. Et il y a eu le Premier ministre qui a distribué de l'argent à des artistes et qui avait dit que le printemps arabe, ni on le connaît, ni il nous connaît. Comment peut-on réagir les propos du gouvernement et du Premier ministre Hada Hazem? Je ne sais pas, celle-là ne m'inspire pas vraiment. Sérieux, je ne le prends jamais au sérieux, voilà, comme disait tout à l'heure. Oui, mais j'arrive même pas à digérer son discours parce que c'est trop plat. Il y a pas. Il a attendu que les événements se tassent pour parler. Il n'a rien apporté, ni pour les émeutiers, ni pour les manifestants, et aussi pour les artistes. Il n'aura pas fait un cadeau, c'est leur droit. C'est un budget qui était tracé depuis longtemps. C'est pas 600 millions de dinars. Et il a profité de l'occasion pour sortir, pour manifester la présence du gouvernement, pas plus. Mais il a apporté une réponse aux manifestants. Non, il n'a rien apporté. Je pense qu'il n'a rien dit sur le plan ni économique, il n'a rassuré les Algériens ni les ménages. Il les a rassurés le 30 décembre, mais c'était bien avant le début des émeutes, donc il est un peu pris de court. Plutôt poussé à la rue plus qu'il les a comme rassurés. En 88. En fait, c'est de l'autisme. De toute façon, celle-là, tu sais, en Algérie, moi, c'est ma conviction depuis très longtemps. Moins on a de pouvoir, plus on est langue de bois. Et donc, celle-là n'a pas de pouvoir. En réalité, la seule réponse qui peut être apportée au signal, parce que c'est un vrai signal, moi je ne minimise pas. La seule réponse, elle est de l'ordre du politique. Ce qui s'est passé à Béjaïa, comment l'expliquer? C'est le fait que les structures partisanes, les associations, les syndicats sont tellement bridés en Algérie, tellement que à ce moment-là, quand il y a des émeutes pareilles, il y a plus de médiation, il y a plus personne pour arrêter. Et donc la vraie réponse à ces genres de situations qui ne datent pas d'aujourd'hui, nous sommes un pays d'émeutes répétitives, de jacqueries, c'est de changer de modèle politique, de permettre l'organisation autonome de la société. Et ça, le pouvoir ne le permet pas. Même si officiellement le DRS n'est plus là, on continue quand même à caporaliser le champ politique. Yassine, vous avez assisté au prêche du vendredi. C'était un prêche incroyable, un prêche unique, mémorable, où c'était un discours totalement politique. Ne tombez pas dans le piège de la Syrie, la stabilité. Donc tout le monde a été rappelé aujourd'hui pour parler d'une seule voix. C'est pas tous les prêches qui sont de la même tonneau, hein. Ça dépend de ce qu'il a entendu. On va écouter. On va pas à la même mosquée. Moi, je pense que ça veut dire quelque chose. Je pense qu'on va en parler en deuxième partie d'émission. Ça dénote la faiblesse, la très grande déshérence de la gestion politique du pays. C'est-à-dire que on a un président qui est aphone, qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend plus depuis très longtemps. On a un premier ministre qui est pris pour un bouffon par une grande partie de la population. Et donc, il y avait Ammar Saïdani qui essayait de gérer un petit peu, de donner du contenu. Il y a Yahya qui le fait peut-être de la façon la plus institutionnelle pour le régime. Mais sinon, la production de sens dans des situations semblables est très faible. Et donc, on est obligé de s'appuyer sur le réseau des imams et consorts. La question, c'est, pour Sellal, est-ce qu'on peut se permettre de continuer comme ça? Sellal, il fait pas que parler. Il a intervenu aussi dans l'urgence. La grève des lycéens, c'est lui qui a appelé la ministre de l'Éducation pour lui dire on change de calendrier immédiatement. Moi, je suppose qu'on lui a dit d'en haut d'appeler pas nécessairement, parce que c'était chaud. Oui, on peut le supposer. Mais c'était de sa responsabilité. Donc,
l'urgence de la gestion politique va devenir de plus en plus grande dans les mois qui viennent, et la question du casting, qui peut faire face, aussi. Voilà. Je pense que C'est vrai qu'on est un peu dans le paradoxe où on a une présidence qui concentre tous les pouvoirs, mais qui n'est pas active. Ce qui fait que le champ politique est dans une situation de blocage réel. Voilà. Vous avez accroché un drapeau chez vous aujourd'hui, Saïd? Écoutez, pour la CAN. Le drapeau est pour dans les cœurs. Hein. C'est quand même pas les appels de Sellel qui vont. Le drapeau est dans les cœurs. Oui, je suis venue ce matin de Dar el-Baïda, j'ai pas vu un seul drapeau sur les Balkans, donc leur appel n'a pas trouvé. C'est grossier parce que c'est quand même gros. Il faut le dire, il faut le redire. Apprenez quand même, regardez comment dans d'autres pays les gouvernements gèrent les situations de crise. Ça c'est grossier, ça part plus. Les gens sont dans les réseaux, ils se moquent de vous. Regardez, vous êtes dedans. Il faudrait peut-être vérifier si monsieur Boudiaf n'est pas en cheville avec un producteur de drapeaux là, qui va s'enrichir dans les mois qui viennent. J'ai aimé un statut sur Facebook où il a dit si on met un drapeau sur leurs biens à l'étranger, c'est l'Europe qui va devenir avec les couleurs nationales. Ça, c'est très bien dit. La répartie, elle est forte. Donc pour vous, c'est une décision populiste qui a été prise, celle du drapeau, les gens qui mettent, qui passent du temps à rappeler la Syrie. Le populisme, c'est soi-disant distribué. Là, c'est de la démagogie crasse et qui est ridicule. C'est-à-dire, ceux qui ne comprennent pas, c'est que les Algériens sont informés. Qu'ils arrêtent ce char. Oui. Les Algériens savent, et ils lisent le Panama Papers, ils s'informent, même si les journaux peut-être sont bridés, ils ont peur, les informations circulent sur les réseaux sociaux. Il est temps qu'ils se réveillent. Il faut changer, c'est clair. Il faut le changer maintenant, avant que ça arrive. Voilà. Pendant les événements de football avec l'Égypte, c'est tous les Algériens qui avaient 2, 4, 6 drapeaux par foyer. Ils n'avaient pas besoin du gouvernement pour le faire. Non, je pense que le nationalisme, c'est pas de cette manière-là. Voilà. Et le drapeau est dans les cœurs, comme l'a dit Saïd Jaafar. On se retrouve dans un tout petit moment pour la deuxième partie du Café Presse Politique. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique. Retour au CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec Saïd Jaafar Haddahzem et Ihsan Qadi. Nous allons parler de politique interne maintenant pendant cette deuxième partie. On vient à l'instant de l'apprendre. Le parti de Ali Benflis, l'Avant-Garde des Libertés, Tala et Al-Hurriyet, ne participera pas aux élections législatives. Qu'est-ce que ça vous inspire, Saïd? Ihsan. Pourquoi Tu commences par Ihsan. C'est un sympathisant de Tala et Al-Hurriyet. Tu commences par lui. Alors, vous êtes un sympathisant, vous êtes un pro-Benflis. On va tout me faire passer ce samedi, la fréquentation des mosquées à l'heure du prêche, le soutien de Tahaddi. Non, Tala Al-Hurriyet, mais Tahaddi. Les avant-gardistes, allez. Non, je pense que il y avait encore un petit doute sur la position de Tala Al-Hurriyet. Le président était plutôt favorable au boycott et il disait toujours c'est quand même l'instance du comité central qui doit prendre la décision finale. Elle vient de la prendre. Donc moi je pense que en fait ça aurait pu être une bonne nouvelle si c'était la démarche de toute l'opposition de Zeralda. Si c'était la démarche unitaire. Moi, c'est ce que je regarde. Je regarde la dynamique collective. Oui. On n'a pas réussi à maintenir une dynamique collective. Soit tout le monde devait aller participer, d'ailleurs peut-être avec une liste unique, ce qui aurait été un peu le summum de la cohésion et de la construction de l'alliance. Soit tout le monde boycotte. Mais là,
malheureusement, l'opposition va en ordre dispersé. Donc, il y a des partis importants qui vont participer, le FFS, le RCD, le pôle islamiste. Et puis, il y a donc Tala al-Hurriya et Jil Jadid qui ne participeront pas. Voilà, c'est ça que je déplore. Mais je pense que c'est peut-être que dans le contexte de 2017, il aurait mieux valu ne pas participer. Vous êtes d'accord, Hada ? Non, je suis ni d'accord ni contre, parce que je le savais déjà depuis plus de 2 mois. Je le savais. Il a laissé planer ce doute depuis déjà quelques temps, et maintenant il tranche, c'est tout. Mais malheureusement, comme a dit Ihsan, c'est l'opposition, c'est toute la dynamique de 2014-2015 qui nous a donné un peu d'espoir que l'opposition s'organise et rentre en force sur le champ politique. Mais maintenant, on voit les islamistes qui vont vers l'unification de leur rang, et maintenant même Tahrir, Jabhat al-Tahrir qui je pense qu'il va liquider son parti, revenir au sein de Hems. Jaballah qui réclame aujourd'hui les islamistes de faire un autre pôle plus large que ça. Et de récupérer son ancien parti aussi. Voilà, voilà. Tout ça, c'est malheureusement, ça ne m'inspire pas confiance du moment que je vois les islamistes s'organisent et les démocrates, entre guillemets, se dispersent. Ça, c'est pas. Pourquoi est-ce que Ali Benflis participe aux présidentielles mais pas aux législatives? Ah, ça, je le sais pas. Il faut lui poser la question. Non, je devine votre réponse, Saïd, mais je la pose à Hada. Pour lui, il me l'a dit lui-même il peut pas entrer. Déjà que les jeux sont faits, que les quotas sont donnés. Des législatives. Au présidentiel, les jeux n'étaient pas faits? Je pense qu'il avait, jusqu'à la dernière semaine, il avait espoir, En fait, il avait espoir que Bouteflika ne soit pas candidat, peut-être aussi, non? Non, c'est pas ça. Je pense qu'il avait l'espoir de gagner. Comme en 2004. Comme l'espoir de gagner. Jusqu'à une semaine avant les élections. On lui a donné. Alors, du sympathisant, on passe à l'opposant. C'est Jafar, pour parler de l'avant-garde des libertés. Je vais jouer les méchants. Hein. Oui. C'est-à-dire, on a Benflis, qui pour moi, personne, je l'ai écrit, a été le grand électeur du 4e mandat. Parce que sans la participation de Benflis au 4e mandat, on aurait une élection très amoindrie, une très amoindrie. Comme en 2009, comme en 99. C'était le candidat qui donnait du sens, soit dit avec au plan médiatique, soit un truc très fort, etc. Donc Benflis a donné du sens au 4e mandat, et à mon avis, il l'a légitimé, même si après coup, il a publié un livre blanc, etc. Aujourd'hui, il veut pas participer aux législatives. Ça peut se défendre. Mais la question, c'est peut-être que Bouteflika va être au 5e mandat. Est-ce qu'il va participer? C'est une vraie question. En 2019. Parce que très souvent, puisque Hassan est là, très souvent opposer Benflis à Hamrouche en disant Benflis, lui, au moins, il construit un parti, etc. Mais en réalité, quand tu construis un parti, tu le construis. Quand tu as des échéances, une échéance parlementaire, c'est une échéance qui permet, même si dans les conditions très fermées, très verrouillées du régime, c'est une échéance qui permet de constituer un parti, de le former. Là, ils y échappent, donc on peut dire que Tala al-Hurriya jusqu'à présent, c'est juste une machine pour Benflis. Voilà, c'est une vraie question. Pourquoi avoir créé un parti politique, Ihsan Qadi, pour ne pas l'envoyer dans des échéances cruciales que sont les législatives? Moi, j'ai pas envie de revenir sur la polémique de 2014, mais je peux justifier, je peux comprendre ce qui s'est passé en 2014. Moi, je suis à la place d'Ali Benflis en octobre, novembre, décembre 2013. Je vois l'état de santé de Bouteflika qui est en train de récupérer lentement de son AVC, les délibérations qu'il y a au sein du régime. Je me mets dans la configuration d'aller aux élections parce qu'à tout moment, il aurait pu, Bouteflika, ne pas pouvoir se présenter. À tout moment. Il était dans une situation tellement précaire et fragilisée que s'il avait dû renoncer pour une raison médicale, c'est Ali Benflis qui ramassait la mise. Donc le risque pouvait se justifier. Maintenant, ça c'est pour 2014. En fait, le problème dans ça, c'est que Benflis aurait pu dire je participe, mais il aurait jamais dû dire je ne me retirerai jamais. Or il a dit ça. Oui. Donc il s'est enfermé dans un jeu dans le cadre du régime là. C'est ce qu'avait fait Sofiane Djilali.
Il était candidat et puis il a dit si Bouteflika est candidat, je me retire et il s'était retiré effectivement. Oui, il a dit que c'est même si Bouteflika se présente, moi je me présente, je me retire pas. Effectivement, s'il se présente, ça change complètement la donne, c'est plus. Non, le problème est qu'aujourd'hui. Il a dit ça aujourd'hui, cette décision pour ouvrir une porte à des négociations avec le pouvoir. On ne sait jamais. Peut-être qu'il va revenir sur cette décision. Plus tard, on a toujours le pouvoir ne sera pas du tout troublé de ne pas voir Talal al-Hurriyat participer. Ça dépend. Pas du tout. Il y a suffisamment sur le champ politique de partis politiques qui participent. Je ne sais pas. Qui sont plus anciens que Talal al-Hurriyat, qui sont là et avec lequel il peut tout à fait s'accommoder. Non, il faut pas surdimensionner quand même les choses. Moi, j'ai assisté au lancement du parti. C'était vraiment immense. C'était très organisé et il y a des éléments très importants, très intéressants. Je pense que c'est un vrai parti. Reste la participation. Pourquoi il n'a pas pris cette décision maintenant, je ne sais pas. Selon vous, pourquoi qu'est-ce qui a motivé les membres du comité central pour dire on n'y va pas? Si on était dans une lecture léniniste, dans un mois, en fait, le centenaire de la révolution russe, février 1917, les bolcheviks avaient choisi de ne pas participer au gouvernement provisoire et de ne pas aller à la Douma. Il y avait une stratégie. Non, mais on a eu un fou rire aussi parce qu'on a comparé le Raoul Castro à Saïd Bouteflika. Donc, on peut rester, le frère idéologue. Et donc, si on était dans une stratégie révolutionnaire, on dirait que Benflis et Talal al-Hurriya misent sur une radicalisation de l'opinion et sur une crise, une impasse politique où il arriverait en alternative intégrale. C'est un calcul qui peut se faire. Si j'en parle, c'est pour dire que malheureusement, je ne crois pas que Talal al-Hurriyat soit dans cette démarche-là. Mais donc, je laisse les autres expliquer la démarche de Talal al-Hurriyat. Mais je pense que ça procède de ça. Enfin, il faut pas s'associer à un processus qui va vers l'impasse. C'est peut-être une erreur. Vraiment, hein, c'est au-delà. C'est peut-être une erreur parce que nous sommes réellement dans une fin de cycle. C'est des moments où... Une erreur d'y aller ou de ne pas y aller? De ne pas y aller. Nous sommes dans une période de fin de cycle où s'il y a des changements, elles vont se faire qu'on le veuille ou non. Le régime va se faire et ça va se faire dans le cadre de ses propres institutions. Oui. Être dehors de ça n'est pas la bonne initiative. À mon avis, hein, mais je peux me tromper, hein, voilà. Alors, ce n'est pas le seul parti qui va boycotter. Il y a Jadid aussi qui boycotte. Ce sont deux partis politiques qui n'iront pas aux législatives. Est-ce que vous êtes d'accord avec Saïd Jafal quand il dit oui, mais il y a d'autres partis, c'est pas un coup dur pour le pouvoir, même si Tariq Hafid, qui est souvent avec nous au CPP et qui nous a donné l'information en exclusivité maintenant, pense aussi, avec beaucoup de gens présents sur place, que c'est un mauvais coup pour le pouvoir. Est-ce que vous le pensez aussi, Hassan? Moi, je crois pas que le pouvoir donne une importance. Ça aurait été au Maroc. Peut-être, voilà. On aurait été au Maroc, il y a l'Istiqlal qui refuse d'aller aux élections ou un autre parti, un ancien parti du système, oui. Mais c'est pas un ancien parti du système. Mais en Algérie, l'enjeu des malheureusement législatives, compte tenu des prérogatives de la majorité parlementaire, le président n'est même pas obligé de choisir le Premier ministre au sein du parti qui a gagné. Donc voilà, ça limite d'autant l'impact. Mais on va dire que c'est quand même perturbant. Voilà. Alors, Talal al-Hurriyat ne sera pas... Même pas à mon avis, mais bon... Accordons-le la perturbation. Il ne sera pas le nouveau RND, donc allusion au parti qui a été créé en 97, qui a gagné 2 mois après les législatives. Alors, les élections législatives, c'est dans quelques mois. On connaît même pas encore la date, faut-il le préciser. On va parler entre avril ou mai. Est-ce qu'on d'habitude le mois de mai. Mois de mai. Les présidentielles en avril. On connaît pas le jour exact. Alors, on va parler du gouvernement actuel. On a parlé de remaniement depuis plusieurs mois. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que ce soit avec ce gouvernement que Abdelaziz Bouteflika ira aux élections législatives? Tout porte à le croire puisque le Premier ministre a été officiellement adoubé lors d'une interview à la télévision le 30 décembre dernier, une manière de dire « je suis encore là pour un bon moment ». Oui, mais si c'était un examen oral, il aura échoué à l'oral, compte tenu de ce qui s'est passé les jours suivants. Personne ne sait que Bouteflika, quelle est la position ou la décision qu'il va prendre. Il a toujours surpris son entourage, mais même son gouvernement l'a toujours surpris. Récemment, il y a 2 jours de ça, un cadre du ministère
le culte, voilà, m'a dit que c'est imminent, un remaniement imminent, c'était le mercredi imminent. L'imminent, ça date depuis 2 mois, j'entends imminent, ça n'arrive pas. Mais tout est possible avec un bout de flair. Lequel? Le seul. Le seul. L'idéologue? L'autre? Les deux honneurs. Bon, en règle générale, les grands remaniements qui peuvent impliquer là, le départ de changement de Premier ministre, parce que c'est là où ça a du sens. Aujourd'hui, je pense que ça en a beaucoup, parce que c'est il est léger face à la conjoncture qui est en train de se mettre en place. Donc, les grands rendez-vous, c'est soit la rentrée sociale, soit au lendemain d'une élection. Après les présidentielles, il y a eu un large remaniement, même si c'est SLL qui a conduit le gouvernement. Donc, à la rentrée, il n'y a pas eu ce remaniement, il n'y a pas eu de refonte large du gouvernement. On pouvait penser que Bouteflika allait attendre le passage des législatives. Aujourd'hui, on peut imaginer qu'il n'attende pas jusqu'à l'après-élection législative, c'est-à-dire en gros jusqu'à le début du deuxième semestre 2017, pour faire un changement. Donc, de mon point de vue, il n'est pas exclu qu'il se passe quelque chose de ce côté-là dans les semaines, dans les jours qui viennent. Il y a des ministres qui vont peut-être oui. En fait, on n'est pas dans le secret, mais d'après ce qui se passe, bon, on voit mal le Bouteflika continuer à garder Boudiaf. Certains ministres qui ont trop fait parler d'eux de manière un peu négative pourraient partir. Mais pour le reste, je devine pas. Hein. On n'est pas dans un jeu politique. On peut élaborer des prévisions sur ce qui peut se passer. Moi, je pense qu'il y a un agenda. Il y a un agenda qui est en train de peut-être changer à cause de l'intrusion des classes populaires, même si elle est un peu bizarre dans le cas de Béjaïa, on peut être d'accord. Bouteflika, moi j'ai fait un papier pour dire qu'il essayait de reprendre la main personnellement, c'est d'abord occupé de remettre la main sur le FLN. C'est un enjeu important. Il a enlevé Amal Saïdani. On en a parlé avec Hadda dans une émission quasiment consacrée à cette seule actualité. On pensait qu'il allait s'occuper de montrer son autorité sur l'armée, et donc on se posait des questions sur l'avenir du général Gaïd Saleh. Il semblerait que ce soit plus mouvant. On a parlé d'un rapprochement, d'une réconciliation avec le général Toufik, qui laisserait expliquer que il y a une nouvelle répartition des équilibres, une organisation différente des équilibres. Et puis on s'était dit que dans son agenda, Bouteflika allait laisser le gouvernement en dernier de reprise en main, puisqu'il n'y avait pas d'urgence, celle-là étant supposée être un loyal. Voilà. Entre-temps, il y a eu un rééquilibrage aussi avec le FCE, avec Ali Haddad, qui occupait une place trop importante et qui a été redimensionné de manière très sèche. Et là aussi, on parle d'une réconciliation en cours entre, ça va faire plaisir à Saïd Jafar, entre Rabrab et Saïd Jafar et plaisir au sens où le patron de Civital n'est pas quelqu'un qui est complètement en dehors du système. Donc on parle de réconciliation, donc de ce côté-là aussi, pour faire un équilibre dans le monde des affaires et dans l'influence. Et donc le gouvernement venait en dernier. Mais avec la tension qui est montée de plusieurs crans depuis quelques semaines, on peut penser que le cas Sellal redevienne un cas urgent, et le cas de l'exécutif pour conduire le pays jusqu'à l'élection. Vous êtes d'accord, Saïd? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Bouteflika ne se devine pas sur ces choses-là. Il peut à la dernière minute renvoyer celle-là, comme il peut le garder. Par contre, ce qui est visible, c'est-à-dire les ministres, qui ont trop fait parler d'eux. Voilà, donc là il peut s'en débarrasser. Mais celle-là, à mon avis, a priori, moi je pense qu'il va le garder jusqu'aux élections. Et pour les législatives, vous pensez à une bataille FLN-RND où il y aura d'autres surprises du genre, avec l'absence notamment du parti de Ali Benflis? Je sais pas. Le FFS y prend pas. Je sais pas comment d'ailleurs vont se dérouler ces élections. La campagne, est-ce que la campagne électorale va être un moment politique? Parce que on le sait, dans le système algérien, le Parlement n'est pas un lieu de pouvoir, ni un lieu de négociation, ni un lieu de débat. Mais la campagne électorale peut être un moment politique, parce que il y a une contrainte à ouvrir les médias officiels, etc. Bon, j'attends de voir le contenu de cette campagne électorale. Vous qui êtes un sympathisant un peu proche du FFS, est-ce que vous considérez que le FFS a eu un rôle positif, constructif dans cette législature, Saïd Jafar? Le FFS a fait son travail d'opposition.
normal, hein, il a fait son travail d'opposition, il a maintenu sa ligne politique, il considère que le pays est dans une situation très grave où il faut organiser un consensus pour avancer, c'est tout. Il l'a maintenu, que ça soit au Parlement ou ailleurs. C'est sa ligne politique, il la maintient. Est-ce que c'est le même FFS de Aït Ahmed? Non, je pense pas. C'est vous savez, c'est un débat qui va jamais terminer. Le FFS, c'est Aït Ahmed. Voilà. C'est vraiment, le FFS, c'est Aït Ahmed. Et celui d'aujourd'hui aussi? C'est celui d'aujourd'hui et de demain. C'est Aït Ahmed qui a créé le FFS. Maintenant, vous savez, moi je vais vous dire une chose. Il y a une sorte de contentieux majeur, lourd, entre le FFS et la presse algérienne, qui remonte à très loin, hein. Et vous avez des dirigeants du FFS qui sont, on n'en parle jamais, mais ils deviennent des héros le jour où ils quittent le FFS. C'est comme ça que ça fonctionne dans la relation presse-FFS. Elle n'est jamais, bien sûr, le FFS a aussi un certain tort. C'est-à-dire, il communique mal, effectivement, mais il y a quand même une sorte de réflexe pavlovien anti-FFS dans la presse qui me gêne. D'ailleurs, j'aime pas trop en parler. Un Karim Tabou qui est vraiment... Moi, je trouve que le FFS a perdu dans la personne de Karim Tabou. Il a perdu beaucoup. Une personnalité importante. Oui. Le CPP touche à sa fin. On doit libérer Saïd qui doit aller acheter son drapeau. Merci à vous d'avoir répondu présent. Merci. Mon drapeau, il est à la maison bien. Je le sors quand je pense que c'est nécessaire. Pas quand c'est l'aile le pense. La Coupe d'Afrique arrive. Je pense que ce sera nécessaire, je l'espère. Merci Saïd Jafar. Merci Hassan Radi. Merci Hatta Hazem. À toute l'équipe qui nous regarde. N'oubliez pas, les podcasts du CPP sont sur le site internet de Radio M. On se retrouve mercredi 18h en direct sur Radio M. Une équipe, 650 personnes. Leur objectif, produire tous les jours des médicaments pour l'Algérie et 7 autres pays africains. Leur nom, le laboratoire pharmaceutique Mérinal. Plus d'informations sur www.mérinal.com. Pour Mérinal, votre confiance n'a pas de prix. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.